Eh ben, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux assister à ce talk. Donc, j'ai la chance d'être pour la deuxième année consécutive dans cet auditorium. L'an dernier, on était présent avec Adrien. On était venu vous parler de l'exposition de notre GitLab sur Internet, comment on avait procédé. Et cette année, je suis venu de nouveau vous parler de GitLab, mais cette fois, des défis qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut passer cette plateforme à l'échelle. Alors, je vais rappeler le contexte rapidement, on ne va pas rester 2 heures dessus. Donc, on est une entreprise industrielle d'ampleur mondiale, donc Michelin. Hein. Et comme beaucoup d'entre elles, ces 20-30 dernières années, on a eu de plus en plus de besoins IT pour des raisons de fonctionnement interne, pour de la diversification, pour du légal, etc., etc. Et dans cette situation, il arrive un moment où on est obligé de mettre en place de l'outillage pour gérer le cycle de vie de ces applications, pour le développement, pour le build, pour le déploiement. Et il se trouve que chez Michelin, on s'est orienté en grande partie sur GitLab pour mettre en place cette Software Factory. Notre contexte faisait que une offre SaaS type GitHub ou GitLab.com n'était pas adaptée. On a donc fait le choix de partir sur un GitLab que nous manageons nous-mêmes dans Azure. Et puis, fort de son succès, ça va assez vite. On a de plus en plus d'utilisateurs qui adoptent la plateforme, un nombre de repositories qui grandit de manière exponentielle. Et on se retrouve rapidement dans une situation où l'architecture basique pour un GitLab n'est plus adaptée, donc ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et un jour, poum. C'était la petite blague du début pour faire retomber le stress. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Dans ce contexte, donc Lucas Drago, je suis donc expert technique et leader technique sur cette Software Factory donc pour Michelin. Et dans notre scope, on gère le déploiement donc, des outils de build, CI/CD, donc GitLab, de l'Artifactory, il y a du Vault, il y a encore un peu de Jenkins et de l'outillage qu'on a mis en place autour pour venir rajouter quelques features à cette Software Factory. Du coup, je pense qu'il est important qu'on démarre avec quelques informations générales autour de GitLab. DevSecOps Platform. Ça, c'est la définition commerciale telle qu'on peut la trouver sur le site de GitLab. Je pense même qu'ils l'ont changé. Ils ont dû mettre DevSecOps AI Platform. C'est super important de nos jours. Moi, je ne suis pas commercial GitLab. Je ne suis pas là pour vous faire la définition commerciale. Donc, je vais surtout m'intéresser à pourquoi on installe un GitLab. Donc, généralement, on commence à l'installer parce qu'on a des besoins de faire de la gestion de code source, de la CI/CD, mais derrière, on amène plein de choses. On amène des features qui vont nous permettre de faire du repository mirroring avec nos partenaires, des outils de sécurité pour du scan de code, enfin pour la qualité de code. On va aussi pouvoir hoster avec les GitLab Pages des ressources statiques qu'on aura buildées avec la CI. Maintenant, on peut même faire du web IDE, du travail collaboratif avec les merge requests, etc., etc. Et donc derrière, en fait, on a quand même une grosse plateforme qui vient agréger pas mal d'outils open source, qui vient se positionner par-dessus, qui amène aussi de la fonctionnalité. Elle ne fait pas que agréger des outils open source. Et on a quelque chose qui est quand même à la fin assez gros. Et je tiens à souligner que là, on parle vraiment que de la plateforme, on n'abordera pas le sujet des runners aujourd'hui. Du coup, si on s'intéresse à GitLab, pour rendre son service, comment il fonctionne? Donc on va regarder un petit peu l'architecture applicative. Des fois, j'entends dire, je ne comprends pas trop, c'est pas un front-end, un back-end, une base de données. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Donc pour rendre ces services, déjà, on a 2 points d'entrée. On a un point d'entrée en SSH, qui va permettre au travers du GitLab Shell de faire des opérations Git au travers du protocole SSH. Ce point d'entrée va ne servir principalement qu'à ça, car les autres services, et dont Git, vont aussi pouvoir passer par HTTPS. C'est par là qu'on va consommer tous les autres services. On va rentrer au travers d'un reverse proxy Nginx. À partir de Nginx, on va soit pouvoir consulter des pages qu'on aura déployées sous forme de ressources statiques avec la CI, mais souvent on va être dirigé vers un GitLab Workhorse, qui est en fait un proxy qui a été développé par GitLab pour optimiser le routage des requêtes. Ensuite, on peut atterrir sur un Puma Rails. Ça, en fait, c'est généralement ce que vous voyez en face de vous, c'est l'application front-end avec les API, parce que GitLab est une application qui est développée en Ruby. Il y a beaucoup de javaïstes ici. Qu'est-ce que c'est Puma? C'est en fait le Tomcat pour Ruby. La logique de cette application Puma Rails, pas uniquement, mais en grande partie, ça va être de créer des threads. En fait, on s'en rend compte assez facilement dans l'interface graphique de GitLab. Ce qu'on fait souvent, c'est asynchrone. Donc, vous demandez quelque chose à GitLab, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un ordre à exécuter dans une base de données. Et cet ordre, en fait, c'est le sidekick qu'on va à côté, qui va le déployer. Sidekick, c'est un gestionnaire de thread en Ruby, open source,
qui va en fait dépiler les threads que l'application Rails aura créés. Le tout, ça repose sur un Redis pour du cache, un PostgreSQL pour la base de données, et l'interfaçage avec les opérations Git se fait via un super composant qu'on adore tous. Quand on administre GitLab, on adore mettre les mains dans GitAli. C'est merveilleux. Ça, c'est l'architecture simplifiée d'une plateforme GitLab. Voilà. Par contre, si on s'intéresse vraiment de plus près, en réalité, c'est plutôt ça. Donc là, on a fait un résumé presque vulgarisé. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire un cours d'architecture, mais si ça vous intéresse, vous pouvez tout retrouver sur doc.gitlab.com dans le dossier d'architecture, qui est assez complet, très intéressant, et la plupart des schémas que je vais vous montrer sont soit complètement repris de ce dossier d'architecture, soit fortement inspirés. Donc, je continue sur la petite histoire. Donc, on arrive à peu près en 2017. Dans ce talk, ce que j'aime bien, c'est que beaucoup d'entre vous peuvent se reconnaître si vous avez administré le GitLab. Nous, c'est 2017, certains c'était avant. Peut-être que certains sont encore sur cette étape. Et on a un besoin, c'est installer GitLab au sein de l'entreprise. Donc, notre product owner va nous créer un ticket dans la backlog. Il dit, bon, il me faut un GitLab. On l'a choisi, c'est parti. Et là, il y a un techos qui prend le ticket, qui dit, t'inquiète pas, PO, ça va aller vite. Je mets une VM dans Azure, ou AWS, ou sur mon VMware. Je fais un bon docker run, --rm, network host. Bon, là, j'ai même pas mis les données dans un volume, mais ça, c'est pas grave. GitLab, je fais un curl localhost sur la VM. PO, j'ai un GitLab, il n'y a plus qu'à mettre un proxy devant, ça va marcher. Vous pouvez avoir l'impression que je troll, mais en fait, pas du tout. Je pense qu'on a tous raison de démarrer comme ça. C'est la manière la plus simple, efficace, rapide. On ne connaît jamais le succès d'une application en avance. Pourquoi mettre une architecture hyper complexe, hyper scalable, hyper coûteuse en place, alors que potentiellement, ça va suffire pendant 10 ans? On ne sait pas à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ça donne l'impression que GitLab, c'est plutôt facile. Et en plus, c'est vrai à cette échelle-là. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire un PSEF dans ce container. C'est pas le plus beau des containers, car on se rend compte quand même qu'à l'intérieur, enfin, on est loin du paradigme du container à un processus. Là, on a à peu près tout qui tourne. On a du Postgre, on a du Ruby, on voit qu'il y a du GitAli, on fait un peu tout ce que je vous ai montré avant. C'est un peu bizarre. Bon, pour l'instant, on passe à la suite. On en discutera après. Peut-être que vous avez juste fait un apt install GitLab CE, mais le résultat à la fin, c'est la même chose. Vous faites un ps-ef, vous avez les mêmes processus, et si vous êtes des fous, vous avez même fait un yum install, et même résultat. Et en fait, le résultat, c'est cette architecture. En fait, on a GitLab qui tourne sur un seul serveur, avec tous les composants, donc à savoir le GitLab Rails, le Sidekick, le Redis, le Postgre, le GitAli, qui vont consommer, écrire la donnée sur le local storage. Et on démarre là-dessus, c'est l'architecture de base de GitLab, la fameuse architecture pour 1000 utilisateurs. Quand on administre GitLab, souvent on aime bien parler sur 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, 25K, 50K. J'aime pas trop, moi. On devrait plutôt s'intéresser aux requêtes par seconde, mais entre admin GitLab, on se comprend quand on cible une architecture, on parle comme ça. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on a ce résultat? On a fait un Docker Run de GitLab, on a fait un apt install de GitLab, mais on a du Postgre qui tourne, on a plein de choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que au travers les paquets GitLab, au travers du container, GitLab masque quelque chose. En réalité, on n'installe pas GitLab. Ce qu'on installe, c'est un outil qui s'appelle GitLab Omnibus. Et en fait, ce GitLab Omnibus, alors vous pouvez lire sur Internet, des fois, c'est un package manager. J'aime pas trop ça. C'est plus un contrôleur, un gestionnaire de service qui va vous rapatrier en fait tous les binaires nécessaires à faire fonctionner une plateforme GitLab et qui va en fait gérer comment je démarre ces services ou pas sur la machine sur laquelle j'ai installé GitLab Omnibus. Et quand on parle de tous les composants, donc, ce contrôleur, il va vous permettre de contrôler ce qu'on a dit en début de talk, hein, et si on regarde de plus près, il va permettre de contrôler tout ça. Et du coup, en fait, comment ça fonctionne? Pour que ce contrôleur puisse faire son travail, on lui fait avaler un gitlab.rb, généralement placé dans le TC GitLab. On lui dit, sur cette VM, active ou pas ce service, et si je l'active, je vais aussi pouvoir lui dire comment il doit se comporter. Donc, si un jour on veut découper GitLab, on peut très bien s'imaginer, sur une première VM, activer tous les services sauf le PostgreSQL, sur une deuxième VM, n'activer que le PostgreSQL, et quand on revient sur la première VM, dans le GitLab RB, on va lui dire le Postgre que tu dois utiliser, il est déployé sur la machine virtuelle d'à côté. Donc là, on a commencé à découper l'infra GitLab.
Et du coup, pourquoi ça fonctionne aussi facilement sur un single serveur? C'est que tout simplement, quand vous faites apt install GitLab, vous installez Omnibus. Omnibus, il n'a pas de GitLab.rb généralement, donc il va en générer un avec toutes les valeurs par défaut. Et quand on met toutes les valeurs par défaut, il démarre tout et considère que tout doit communiquer sur localhost. C'est aussi simple. Alors, le GitLab.rb, si on regarde le template, au moment où j'écris le slide, c'est 3599 lignes. C'est pour vous dire qu'on peut faire quand même beaucoup de choses. Activer, désactiver des services, il y en a même qui sont optionnels, les configurer, leur dire comment communiquer entre eux. Donc ça peut être velu. Je vous rassure, on ne touche jamais toutes les options de ce fichier. Et puis il y a des commentaires aussi dedans, dans le template. Du coup, on avait démarré on démarre sur cette architecture généralement, et puis au bout d'un an, ça y est, ça s'affole sur Teams, et on dit GitLab, ça rame. Donc, notre PO nous met un ticket, il faut faire quelque chose, il a bien raison. Donc, on reprend l'architecture de référence. Regardez bien le GitLab single server. Quand on demande dans l'architecture de référence comment je dois scaler, et là, on passe d'un single server à ça. Et là, on dit, ah, ça a disparu. Donc, pour passer de 1000 utilisateurs à 2000 utilisateurs, ce que l'architecture de référence vous préconise de faire, c'est d'éclater tous les composants sur une VM. Peut-être même, il va falloir en scaler certains. Donc là, on voit qu'il y a le rel qui est multiplié par 2. Donc, on passe de 1 VM à 9 VM. Partez du principe que l'object storage, c'est du NFS. Je suis un gros défenseur de rester sur du NFS pour l'object storage de GitLab, pour la gestion des artefacts, tout ce qui est photo de profil, les assets des issues, etc. et même le Git LFS. Bon, notre pauvre PO, là, on l'a un peu malmené parce qu'on lui a dit ça marche pas bien et une VM à 9, bon, on sait faire du Terraform, on sait faire de l'Ansible. D'ailleurs, on a déjà un rôle qui installe GitLab Omnibus, mais bon, faut quand même, on va l'éclater en plusieurs rôles pour faire des templates pour le RB. Et puis en plus, ça va coûter cher. Hein. Et on a de la chance parce que GitLab, c'est plutôt communautaire. Et à ce moment-là, nous, on fait une analyse qu'on partage avec ce qu'on trouve sur Internet. Il y a certains qui disent non, mais moi, je scale beaucoup plus facilement. Et au lieu, en fait, je pars plutôt de ça et je passe à ça. Et c'est ce qu'on a fait. Donc l'idée, en fait, de cette architecture, c'est de dire les services qui sont stateful, je les extrais de mon single server. Donc nous, par exemple, on les prend en passe dans Azure. Le PostgreSQL, le Redis, on les sort du serveur. Donc dans Omnibus, on les désactive. Et les autres services qui sont stateless, pardon, donc le Postgre, Redis, stateful, les autres services qui sont stateless, je les laisse dans la machine virtuelle. Et cette machine virtuelle, c'est elle que je vais scaler. Ils vont consommer les mêmes middleware au milieu. Le local storage, je le transforme en un NFS. Je mets un load balancer devant. Et finalement, on a quand même quelque chose qui fonctionne pas trop mal et qui est beaucoup moins cher. En plus, à ce moment-là, surtout à l'époque, même actuellement, GitLab vous dirait de ne pas le faire, mais il n'y avait rien qui disait qu'il ne fallait pas le faire. De mettre un NFS comme ça au milieu, il n'y a rien qui le dit. Et puis ça marche bien, on est content. Et je pense qu'on a vraiment eu raison, une fois de plus, de prendre une architecture plutôt simple. Un an plus tard, c'est trop beau pour être vrai, il faut recommencer. Sauf que, en fait, il s'avère qu'on avait vraiment raison de partir sur une architecture plus simple, car on regarde presque même pas l'architecture de référence, car en passant de ça à ça, donc là, j'incrémente un count dans un Terraform et j'applique mon playbook derrière, je retrouve une plateforme plutôt stable, donc on a gagné du temps, on a gagné de l'argent sur l'infra. Franchement, l'architecture, elle reste robuste. Allez, donc, je continue. Donc, vous inquiétez pas, à un moment, je vais arrêter de rajouter des VM, hein, sinon le talk il n'a aucun intérêt. Parce que là, je le dis maintenant parce que ça va mal se passer après, en fait. Donc là, on a 5000 users, notre PO nous met un nouveau ticket. Ouais, il a confiance en nous, hein, je le vois qui rigole dans la salle. Et du coup, en fait, on se dit on va faire ça. On est trop serein, de toute façon c'est super robuste ce qu'on a fait. Puis en plus, on arrive à un moment de l'histoire généralement où on veut offrir des features à nos utilisateurs. Donc ce qu'on décide de faire, c'est, on a pas mal qui nous disent on veut de la recherche avancée. Allez, mettez-nous de la recherche avancée. On dit ok, on va vous mettre l'Elasticsearch au milieu. Et là je vous le dis, hein, Elasticsearch, il est là pour offrir de la feature. Il n'est pas là pour décharger votre architecture de référence. En fait, vous le mettez quand vous voulez activer la feature de recherche avancée. Et généralement, c'est un excellent moyen de mettre le deuxième genou à terre de votre plateforme GitLab. Car à chaque push, chaque commit, vous allez avoir un job sidekick qui va devoir indexer le code, le mettre à jour dans l'élastique et tout. Ça va faire grossir le sidekick.
Vous allez pouvoir en mettre 10 à ce moment-là, généralement. Puis en plus, il y a un autre problème. Car l'Elasticsearch, on peut se dire, on va indexer le code que le week-end. Après tout, le week-end, il y a moins de monde qui travaille, la plateforme, elle va le supporter. On a un vrai goulot d'étranglement qui se trouve au niveau du NFS, qui est ici. C'était trop beau pour que ça dure. Donc là, on se dit, on a un vrai problème quand même, et on comprend pourquoi GitLab a officiellement un jour mis sur sa doc, NFS au milieu de vos serveurs Rails, c'est terminé. Donc il va falloir qu'on s'en débarrasse et qu'on se remette en adéquation avec une architecture de référence telle que GitLab la préconise. Et généralement, en fait, j'insiste un petit peu sur NFS. Alors pourquoi en fait ça devient un goulot d'étranglement? En vrai, on a un vrai bon NFS en passe, on a du NetApp à ce moment-là, c'est avec de bons IOPS. NFS, ça reste extrêmement performant pour la lecture-écriture, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que qui dit travail collaboratif, et qui dit travail collaboratif dit beaucoup de logs quand on a beaucoup d'utilisateurs qui viennent se poser sur un système de fichiers. Et c'est en fait là-dessus que NFS est très mauvais, la gestion des logs, c'est une catastrophe. Et c'est ça qui vient écrouler les performances de votre serveur NFS que vous avez mis au milieu de votre stack GitLab. Du coup, on va se remettre en adéquation avec l'architecture de référence. Vu que le NFS, ça marchait vraiment bien et que le backup applicatif de GitLab, c'est une vraie plaie, du moins à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, c'est pas toujours évident. On avait mis en place une stratégie de backup maison, complètement basé sur NFS. En fait, on faisait un dump de la base dans le NFS. Sur le NFS, il y avait les sources, il y avait les assets. Quand je dis assets, c'est tout ce qui est artefact, tout ce qu'on attache au issue. On faisait un snapshot du NFS, on avait un backup de GitLab complet en 10 secondes. Bon, va falloir se faire une raison, surtout qu'à ce moment-là, on a 4 Tera de repository, donc comme je disais, le backup applicatif, c'est pas dingue. Autant d'artefacts, enfin ça va pas être facile. Et surtout, on ouvre notre architecture de référence. Ah, ok, donc là c'est ça qu'on doit mettre en place. Donc on est loin du front-end, back-end et une base de données. Donc là on voit que ça y est, là c'est parti. Hein. Donc là on est parti, on a même maintenant, on n'a plus un node GitAli, on en a 3, sauf que pour gérer les transactions à node GitAli, GitLab nous dit qu'il faut mettre un prefect avec son propre Postgre devant. Là je monte du doigt, c'est plutôt ici. On a une database, maintenant on doit avoir 3 nœuds avec un PG Bouncer pour l'optimisation du pool de requêtes. On rajoute du consul au milieu pour que les services se découvrent entre eux. Enfin là on dit, là cette fois-ci notre PO il s'inquiète quand même, je pense qu'il n'a pas tort. Alors si je résume, ce qu'on doit mettre en place c'est quoi? En fait, du coup c'est une architecture qui a 31 machines virtuelles. Sur ces 31 machines virtuelles, il y a 15 services qui tournent. Sur ces 15 services, je peux en installer 10 via Omnibus, l'outil, le contrôleur de service que GitLab peut nous mettre à disposition. La backup stratégie, on ne sait pas ce qu'on va en faire à ce moment-là, mais par contre, quand même, on sait qu'on veut arrêter la comédie, on veut arrêter de souffrir tous les ans avec ce GitLab. Allez, du coup, on dit, allez, on surveille ce projet depuis quelques années parce qu'on savait que ça allait arriver. Franchement, on a quand même plutôt bien géré notre truc. On a mis une architecture plutôt simple et peu coûteuse pendant quelques temps, mais maintenant, il faut qu'on y aille. Et du coup, depuis quelques temps, on s'intéresse à un projet qui grandit, qui s'appelle GitLab Environment Toolkit. Alors sur le papier, c'est la solution magique, elle est complètement incroyable. C'est un outil interne à la base que GitLab a open sourcé en fait. On connaît tous GitLab.com, on connaît tous les GitLab self-manage, mais entre les deux, il y a une offre qui s'appelle GitLab Dedicated, c'est-à-dire que vous pouvez demander à GitLab de vous déployer votre instance GitLab dédiée, qu'ils vont vous manager, et pour ça, en fait, ils utilisent un outil qui s'appelle GitLab Environment Toolkit. Et ils se sont dit, potentiellement, les clients qu'on a en self-manage, qui ne veulent pas nous acheter du dedicated, ça pourrait peut-être nous permettre de les garder, parce qu'il y a quand même un risque quand l'architecture de référence s'effondre, c'est qu'on aille voir ailleurs aussi, parce qu'on se dit, on va prendre un SaaS, on va peut-être le prendre ailleurs. Bon, voilà. Du coup, un jour, ils décident de l'open sourcer, et on se rend compte que dedans, en fait, la promesse, c'est, avec cet outil, on peut vous gérer une architecture de référence allant de 1000 utilisateurs jusqu'à 50 000. On supporte le déploiement dans la plupart des cloud providers, donc du GCP, de l'AWS, de l'Azure. Moi, je trouve que j'aurais vraiment adoré j'adorerais qu'ils le fassent un jour, qu'ils nous mettent aussi de l'OpenStack pour qu'on puisse déployer du GitLab, par exemple, dans un cloud plus souverain comme OVH ou BWise Cloud. Un petit coucou à mes amis.
Du coup, ça vous gère les upgrades, ça suit les releases de GitLab, ça gère la fonction de recherche avancée pour l'élastique. Vous pouvez faire du GEO, c'est-à-dire déployer des GitLab dans plusieurs zones géographiques en mirroring. Sur le papier, ça paraît parfait. Maintenant, bon, on sait tous que sur le papier, ça paraît toujours parfait, mais que dans les faits, ça ne l'est jamais vraiment. Et franchement, il ne s'en cache pas. Cette phrase, elle n'est pas de moi. Il y a un petit disclaimer sur la page du projet qui dit « Attention, si vous n'avez pas des connaissances solides en Terraform Ansible, vous ne jetez pas dedans, ça va mal se passer. » Et franchement, je pense qu'ils ont raison. On peut s'imaginer que derrière, ils veulent vous vendre du dedicated. Mais bon, nous, on a quand même la chance de travailler dans une équipe où les compétences Terraform Ansible, c'est pas ce qui manque. Du coup, je vous propose qu'on regarde le produit et qu'on dise, bon, du coup, comment ça marche? Est-ce que ça tient ses promesses? Alors, pour ça, je vous ai préparé un petit workspace dans lequel j'avais essayé de reproduire à peu près ce qu'on a fait chez nous pour déployer notre GitLab. Donc, vous pouvez démarrer de la même manière que moi. Je ne sais pas si c'est assez gros, ça me paraît pas mal. C'est bon au fond? Oh, cool. Du coup, on a notre projet, donc j'ai appelé get pour GitLab Environment Toolkit démo, et à la racine de ce projet, je mets en submodule la dernière release de GitLab Environment Toolkit qu'on retrouve ici. Donc si on ouvre ce projet, à l'intérieur, on va retrouver en fait donc pas mal de documentation, mais franchement, la documentation, on ne va pas la regarder ensemble, on n'est pas là pour ça quand même, il ne faut pas exagérer. On va surtout s'intéresser aux composants techniques, donc à savoir dans un premier temps le dossier puis Terraform, puis on essaiera d'aller très vite sur le dossier Ansible après. Donc si j'ouvre le dossier Terraform, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on retrouve tout simplement une liste de modules. Donc dans cette liste de modules, on a des modules de compute pour AWS, Azure, Google Cloud. Généralement, au moins dans un premier temps, on ne les consomme pas directement. On verra qu'on potentiellement on va vouloir étendre notre stack GitLab avec des services custom et les consommer. Mais surtout, ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est les modules qu'on a en dessous. C'est le GitLab Référence Architecture pour Amazon Web Services, la même chose pour Azure et la même chose pour Google Cloud. Pardon. Donc ces modules Terraform, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir sourcer les modules qui est au-dessus pour créer de la VM qui va être destinée à héberger les services GitLab nécessaires à la construction de votre plateforme. Donc, on va s'intéresser à ça dans un premier temps. On va revenir dans mon workspace. Et si je prends donc mon self-hosted GitLab Environment, moi aussi j'ai un projet Terraform. Dans ce projet Terraform, j'ai mon module GitLab. Et quand j'ouvre mon module GitLab, en fait, dedans, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand-chose. En fait, il va juste venir, dans un premier temps, sourcer le module du cloud provider qui m'intéresse, à savoir dans le contexte de la démonstration Azure. Alors ensuite, je dois quand même lui passer du paramètre, c'est pas magique. Hein, si j'avais juste à lui dire Azure, pardon, je me poserais des questions. Donc je vais pouvoir préfixer mes ressources dans Azure, typiquement par exemple par mon environnement, c'est ce que j'aime bien faire. Par exemple, je pourrais mettre démo. Je vais pouvoir mettre une location pour la zone, le resource group dans lequel je vais créer ces ressources, l'image sur laquelle je vais me baser. Donc là, on a mis du Ubuntu 22, le Ubuntu 24 et 04, 24.04 est supporté. Vous pouvez faire du Debian, vous pouvez faire de l'Alma. Des informations d'authentification aux machines virtuelles, ça c'est pas bien. Setup external IP at root, c'est dans le cadre de la démonstration parce que je me facilite la vie, ne faites pas ça. Travaillez dans un réseau, ne mettez pas des IP publics devant toutes les VM, non. Travaillez dans un réseau piré à votre réseau d'entreprise, mettez un bastion, mais ne faites pas ça. Là, je me facilite vraiment la vie. Les informations du réseau que je veux créer pour mon instance GitLab. Et derrière, en fait, on aurait pu s'imaginer un truc facile où je passe 1K, 2K, 3K, jusqu'à 50K. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça vous laisse un peu plus de souplesse et c'est tant mieux. Selon vos usages, vous allez vouloir potentiellement scaler un peu plus certains composants. Par exemple, nous, on est très consommateur du Sidekick chez Michelin pour la recherche avancée. Du coup, en fait, on peut décider de mettre un peu plus de nœuds sur Sidekick que l'architecture de référence l'exige. Donc, pour chacun des services, donc pour consul, par exemple, je vais lui dire je veux tant de nœuds consul et je vais lui donner un flavor de VM. Je vais faire pareil pour tout et si je veux, du coup, facilement, je peux me référencer à l'architecture de référence et me calquer sur ce que je veux faire. Donc là, nous, une fois qu'on a mis en place ce module dans notre projet Terraform, finalement, pour un nouvel environnement, on va créer un TF-vars et dans ce TF-vars,
pour chacun de mes services, je mets un nombre de machines, le flavor. Autre chose, il y a quand même des services qui persistent de la donnée. Alors, pour cela, on va pouvoir déclarer comment gérer cette donnée. Et si je veux la mettre dans un datadisk, je cherche, c'est pas ici, pardon. C'est dans mon module. Ah voilà, j'y suis, excusez-moi. Donc par exemple, Gitali gère de la donnée, les repositories. Je vais pouvoir lui dire, alors si je mets rien, il va tout mettre sur l'OS disk. Si je lui mets ce bloc, il va créer un datadisk, l'attacher et gérer la donnée de Gitali dans un datadisk. Je suis fier de vous présenter la feature, c'est une contribution Michelin en fait. C'était pas possible il y a peu de temps. Voilà, du coup, une fois que j'ai fait ça, donc pour un nouvel environnement, je crée mon TF-vars. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à appliquer. Bon, je vais pas vous mentir, ça met un peu de temps. Donc la première partie de la démo, c'est un peu une arnaque. J'ai pré-créé l'infrastructure, on va juste l'upscaler derrière. Donc qu'est-ce que ça dit? Donc là, je vous montre le même fichier. Donc là, je vais ouvrir une console. J'accélère. Hop là. Donc là, je m'authentifie à mon cloud provider dans lequel je veux installer mon architecture de référence et je fais un apply. Donc mon apply, il me sort un plan. Ce plan me montre ce qui va être créé, donc le nombre de nœuds sidekick, etc., etc. 18 minutes, il faut que j'accélère, Allez, j'accélère, ça tombe bien. Donc là, je vais l'appliquer et en parallèle, j'ouvre ma console Azure. Au fur et à mesure qu'il va s'appliquer, on va voir des ressources popper. Donc, on voit qu'elles sont préfixées. J'ai mon démo consul, j'ai mon démo consul, je vois que ça pour l'instant. Donc, en fait, mon préfixe et pour quel composant la ressource est pensée. Quand je vais aller plus loin, on va commencer à avoir de la VM. Voilà, là, je vois de la VM. Donc, j'ai mes VM qui se créent pour Gitali, pour mon NFS, pour mon HAProxy. J'ai le démo monitor. Allez, je continue d'accélérer. Et à la fin, dans cette architecture que j'ai mis en place, j'ai mes 39 VM qui sont bien là. Donc, si on regarde dans Azure, tac, ici, j'ai mes VM, donc qui sont ici. Et ce qui n'est pas trop mal, c'est que si demain je décide, par exemple, juste d'upscaler le sidekick, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, déjà, je vais filtrer par sidekick pour vous montrer qu'on a 4 nœuds. Oula, pardon. 4 nœuds. Il va revenir. Et là, donc, dans mon environnement, je vais passer mon sidekick node count de 4 à 6. Maintenant, j'ouvre une console. Je m'authentifie dans ma console. Donc là, je suis authentifié. Et derrière, je relance un plan. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc pendant que ça déroule, non, c'est bon. Donc là, il est en train de lire ce qu'il y a dans le ressource group. Il me propose un plan et ce plan me dit, avec ce que tu me proposes, j'ajoute 2 nodes sidekick. Allez, j'accepte. Ok. Donc maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on s'intéresse aux machines virtuelles. On a vu qu'il y avait un module qui crée des machines virtuelles. Mais qu'est-ce qui fait ce module? Donc sur Sidekick, on va prendre Sidekick toujours. Donc dans Sidekick, je rentre à l'intérieur. En fait, ce module, il ne fait pas grand-chose. On va voir que sur les VM, tout simplement, il va venir apposer des tags. Donc il va venir apposer le contexte, un autre préfixe et un autre type. Donc ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça va nous intéresser pour la partie Ansible, parce que là, je parle d'upscaling et de downscaling. Donc vous vous doutez, si je fais de l'Ansible, il va falloir que je fasse un inventaire. Si je upscale tous les week-ends et que je downscale, si je downscale tous les week-ends et que j'upscale tous les lundis, j'ai pas envie de rajouter des IP flottantes dans mon inventaire. Donc quand on lit la documentation de GitLab Environment Toolkit, il va vous dire quand vous construisez votre environnement Ansible, vous allez le faire avec le module, enfin le plugin d'inventaire dynamique proposé par Ansible. Et en fait, vous allez construire votre Ansible à partir des tags des machines virtuelles qu'il y a dans votre ressource groupe. Donc comment ça marche? Je finis de dessiner un graphe avec toutes les listes d'IP que j'ai à mettre en place. Je vais juste dire à Ansible, quand je vais appliquer mon playbook, tu vas me prendre
dans ma souscription Azure, je me serai authentifié avec la CLI pour le coup, parce que je suis dans un contexte de démonstration, mais en CI, j'aurai un service count ou une identité managée. Tu vas me prendre toutes les VM de mon ressource group, mais par contre, tu vas m'exclure les machines virtuelles qui n'ont pas le GitLab Node préfixe qui a été apposé par le module Terraform de GitLab Environment Toolkit. Et en plus de ça, même si ces VM ont ce node préfixe, si l'environnement n'est pas celui de démonstration, tu m'exclus également les VM. Et une fois que tu as fait ça, tu me crées des groupes de machines virtuelles. Donc on va voir ce que ça dit en demandant à Ansible de me dessiner un beau graphe de cet inventaire. Donc pour ça, je ne fais pas grand-chose. J'ai wrappé mes commandes dans des shells parce que j'ai pas envie de les taper forcément en live. Donc on va lancer un Ansible inventory-i de notre environnement de démonstration. On va lui dire dessine-moi le graphe. Alors je pense que le plugin il n'est pas hyper optimisé parce que ça prend du temps. Je pense que le plugin il récupère toutes les machines de la souscription et il trie au fur et à mesure. C'est assez incroyable. Du coup, 0.3 inventory, je le lance. Donc là, je vais vous mettre le shell un peu plus gros. Pendant qu'il me construit cet inventaire, je retourne dans Azure et vous vous rappelez, on avait nos 4 sidekicks, on a voulu les upscaler et derrière on est bien passé à 6. Première démonstration validée. La construction de l'inventaire, tant qu'elle se fait, on va regarder maintenant ce qu'il y a dans GitLab Environment Toolkit pour Ansible. Donc je ferme mon projet, je retourne dans GitLab Environment Toolkit dans Ansible. En fait, ce que GitLab vous fournit, c'est une liste de collections. Donc, all. En fait, all, bon, il va juste appeler tous les autres playbooks. Et j'ai dit une liste de collections, une liste de playbooks, pardon, une liste de playbooks. Donc le playbook all qui va en fait sourcer tous les autres playbooks. Et on va voir qu'il y a des playbooks pour chacun des services qui nous intéressent. Donc pour le GitLab Rails, pour le Monitor, pour l'OpenSearch, pour le PG Bouncer, etc., etc. Et en fait, du coup, si je fais un Ansible deploy de all, en fonction des machines que j'ai dans chaque groupe, il va appliquer finalement juste le bon playbook pour chacune des machines. Donc ça va reposer en fait, chaque playbook va appeler le rôle qui va bien, et le rôle va donc s'appliquer sur les bons groupes de machines virtuelles. Donc là on voit tout de suite, dans l'inventaire que j'ai construit à partir des tags, que GitLab Environment Toolkit a ajouté sur mes VM, si j'applique le playbook all, il va être capable de savoir qu'il doit appliquer le rôle consul sur ces 3 VM, qui va devoir appliquer le rôle sidekick sur ces 6 VM, dont les 2 nouvelles que je viens de construire. Dans le cas d'un upscaling, j'aurais pu lancer par exemple que le playbook sidekick. Du coup, lui, il aurait pris juste les 6 VM, j'aurais même pu mettre une limite pour ne redéployer que les nouvelles. Et il va donc gérer que mon upscaling. Bon, qu'est-ce que ça dit si on lance vraiment ce playbook? Donc là, je reviens dans l'Ansible deploy. Je ne fais pas grand-chose de plus que pour la construction du graphe. Finalement, je lui passe le même inventaire. Et là, je mets un playbook all, donc pour dire à Ansible, applique-moi tous les playbooks pour tous les services et déploie-moi une infrastructure GitLab, comme je vous l'ai présenté juste avant qu'on passe la démonstration. Allez, je lance. Cette partie de démo, vous en doutez, je suis aussi obligé de la tricher un peu. Parce qu'on n'aura pas un GitLab qui sera prêt dans les temps, sinon. Du coup, qu'est-ce que ça dit? Donc le déploiement avec Ansible. Donc là, je l'accélère un peu. On verra qu'il se lance en parallèle de l'autre côté, mais on n'aura pas le temps de le finir. Donc là, j'accélère. Allez, je vais en vitesse 8 au début. Je crois même que je l'ai coupé. En vrai, c'est à peu près 20 minutes. C'est pas si long que ça, franchement. C'est pas si long que ça, c'est 20 minutes. J'ai coupé la vidéo parce que c'est pas intéressant, on va pas voir tout défiler. Donc là, on commence par avoir un rôle common qui fait du hardening, qui va passer. J'accélère. Le problème, c'est que si j'accélère trop à un moment, je me fais avoir. J'accélère. Il me reste 10 minutes, je pense que je suis dans les temps. Oh là là, ça, voilà, je suis allé trop vite. C'est ce que je voulais pas faire. Ok, donc je repasse sur une vitesse normale. Donc à la fin de mon playbook, on me dit c'est bon, c'est ok.
Donc j'ai passé toutes mes tâches, mes playbooks sont déployés. Allez. Donc là j'accélère un peu, je sais que je me rappelle quand je suis en train de faire la vidéo, je galère à trouver le mot de passe initial de mon GitLab que je viens de popper. Les joies d'un nouvel environnement. Voilà. Donc là je vous affiche l'IP du proxy externe que GitLab Environment Toolkit m'a provisionné. Je mets son IP, je mets du 80, j'aurais dû mettre du 443, mais dans la démo, je n'ai pas géré le SSL. Et j'ai bien un GitLab tout neuf qui s'affiche. Donc là, le mot de passe, je le mets en place. Ensuite, je vais dans le panel d'administration. Je vais vous montrer par exemple que le serveur Gitali propre à cette infra GitLab, il est configuré sur une IP et on va se rendre compte dans Azure que l'IP du serveur Gitali, c'est bien le proxy interne à mon GitLab. Donc j'ai déployé un GitLab entier respectant l'architecture de référence qui nous faisait tant peur. On est surtout passé à l'échelle en utilisant un Gitali cluster. C'est pareil, c'est quelque chose qui nous faisait quand même bien peur. Ok, donc là le playbook est en cours, on n'ira pas au bout, on revient sur les slides. Ce que j'ai pas le temps de vous montrer, ça va très vite, franchement j'adore ce sujet, je pourrais vous montrer plein de choses. Je pense qu'on aurait réussi avec du travail à mettre en place à peu près la même chose. Par contre, ça va quand même plus loin. GitLab Environment Toolkit, il vous fournit une stack de monitoring complète. Et c'est ça que je pense qu'on n'aurait jamais réussi à faire aussi bien. C'est-à-dire qu'il y a une VM qui s'appelle Monitor, qui va exposer un Prometheus, qui va me scraper toutes les métriques de tous les services, des sidekicks, Gitali, etc. Et franchement, il le fait de manière admirable. Et il vous provisionne aussi des alertes. Et les alertes qui vont bien. Ce qui fait que nous, franchement, allez, après avoir regardé comment ça marchait, au bout de 2 jours, on déclare en data source ce Prometheus dans le Grafana de l'entreprise. On a toutes les alertes qui remontent et on sait monitorer cette énorme infra comme on avait, enfin, presque mieux que la petite infra que je vous ai montrée en début de talk. Si vous partez sur GitLab Environment Toolkit, surtout, ne forquez pas. Enfin, essayez de ne pas forquer, vous pouvez tout faire. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais nous, on a fait du pré-install, de la post-install. On a des custom tasks, ça gère l'ACME. Vous pouvez aussi venir compléter, overrider les gitlab.rb de chacun des services que vous allez déployer. Si par exemple, je veux customiser mon sidekick pour qu'il gère des queues un peu différemment que par défaut, le playbook me le permet en mettant au bon endroit le template qui va bien. Et du coup, comment démarrer? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme nous, même si je pense qu'on peut faire autrement. Donc le prendre en sub-module. La partie Terraform, je ne vais pas insister, vous avez vu que c'est assez simple. La partie Ansible, même si la doc est bien faite, je trouve que ce fichier, le commons var default, là, le main, franchement, peut vous aider à construire votre inventaire et vous dire justement où est-ce que vous pouvez placer tous les petits fichiers de customisation qui vont venir surcharger les valeurs par défaut. Il référence à peu près tout ce qui est attendu en entrée des playbooks. Et nous, ça nous a franchement aidé. Ce qui fait que si je vous montre la production, on se retrouve avec un projet Terraform qui a cette tête-là. On ne va pas revenir dessus. Mais un projet Ansible, en fait, dans lequel ici, j'ai mes inventaires en fait, pour mon indus et ma production. Et ici, un petit peu toutes les customisations que je vais demander à GitLab Environment Toolkit d'apposer. Par exemple, ici, j'ai un GitLab RB qui va dire à Omnibus, un GitLab Rails.rb qui va, lors de l'installation de Omnibus prévu pour mon GitLab Rails, venir ajouter mes propriétés à moi en fin du fichier GitLab RB que le rôle génère par défaut. Et vu qu'il les met en fin de fichier, ça va soit compléter, soit overrider ce que lui avait prévu au-dessus. Donc c'est plutôt cool. Ici, on va pouvoir mettre donc nos certificats SSL. On va pouvoir mettre des custom tasks ici dans GitLab Tasks. Donc on voit qu'on a un common. C'est ici qu'on a mis notre post-provisioning pour Arduino VM et des custom tasks uniquement pour Rails. Concernant la stratégie de backup, là on rentre dans le dur parce que finalement on s'en sort plutôt très bien. Je ne pensais pas que le backup applicatif allait nous permettre de nous en sortir. Donc l'idée en fait de GitLab, ils avaient vraiment un problème avec ça, c'était catastrophique. C'est-à-dire que historiquement le backup applicatif c'était je prends chaque repository, je vous fais un tar du repository, à la fin je fais des tars de tar. 4 Tera, enfin un truc de fou. Je veux dire, c'est pour ça qu'on avait notre fameux snapshot du NFS dans lequel il y avait tout et ça nous allait bien. Là, en fait, on n'utilise que le backup applicatif car ils ont sorti une feature qui est le server-side
Donc en fait, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, où on pourra en discuter après la session. Je préfère qu'on laisse 5 minutes pour d'autres questions. Donc on backup la base finalement. On backup aujourd'hui notre NFS, on l'a conservé le NFS. Le NFS, attention, il ne disparaît pas complètement. Il est déprécié pour les repositories qui doivent être gérés par Gitali. Tout ce qui est asset, c'est encore sur NFS. Et le server-side, c'est une manière plutôt nouvelle de configurer votre GitLab backup. Et vos node Rails, en fait, vont envoyer des ordres de backup à tous les nodes Gitali en parallèle, qui eux vont venir vous backuper les repositories sur un cloud storage. Je ne rentre pas trop dans le détail, je préfère laisser les 4 minutes qui restent pour des questions. Je vous remercie de votre attention, c'était assez dense. Il y a plein de points que j'aurais voulu détailler. C'était pas évident. Merci Lucas. Pardon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'allais dire s'il vous plaît par en haut. Merci pour la presse. J'ai une question. Comment vous avez migré? Ça s'est bien passé? Alors la migration, très bonne question. Je l'avais presque anticipé celle-ci, c'est important. J'avais pas le temps d'en parler. En fait, l'idée c'est qu'on a migré infra to infra. C'est-à-dire qu'au début, on déploie un GitLab avec Get. On migre la base avec un pgdump pgresource sur la nouvelle. La nouvelle, alors là, on est full IaaS. Hein. On a même notre Postgre qui est en IaaS, géré avec GitLab Environment Toolkit. Donc lui, on migre la data dedans. Et notre ancien NFS, on vient le monter sur le nouveau GitLab. Et une fois qu'il est monté sur le nouveau GitLab, on utilise... en fait, les Gitali, c'est vu comme des virtual storage dans GitLab. Une fois que le NFS historique est monté et que le Gitali créé par Get, GitLab Environment Toolkit est monté, on a une commande qui lui dit... On a une commande de maintenance pour lui dire « Migre-moi tel repository ou tous les repositories vers ce virtual storage ». Voilà, l'outage, en fait, on avait planifié 12 heures. Je crois qu'en 6 heures, c'était fait, je crois. D'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, merci à vous. Merci. Et merci au Volcamp.